Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Range Rover Evoque P300e, c'est la version plug-in hybride. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Ça y est, le Range Rover Evoque est enfin disponible en version hybride rechargeable. Alors, puissance confortable, couple élevé, consommation maîtrisée et habitabilité préservée. Sur papier, il faut le dire, la promesse est plutôt alléchante. Mais qu'en est-il dans la vraie vie au terme de cette semaine d'essai? Eh bien, la réponse dans un instant. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Il y en aura beaucoup durant les prochaines semaines, croyez-moi. Extérieurement, ce Range Rover Evoque hybride rechargeable, c'est avant tout un Range Rover Evoque de deuxième génération. Il faut dire que les changements esthétiques, à l'extérieur notamment, par rapport à la première génération, ils sont assez minimes et c'est assez logique puisque la première génération a été un véritable succès, une vraie bouée de sauvetage pour la marque Land Rover et donc on ne change pas une équipe qui gagne. Tout a démarré, souvenez-vous, en 2008 avec la présentation du concept car LRX qui préfigurait ce qu'allait être 2 ans plus tard la version commercialisée de la première génération du Range Rover Evoque. 2018, sortie de cette deuxième génération, une deuxième génération qui donc est enfin disponible en version hybride rechargeable. Oui, il était temps. Avec ses 4,37 m de long, ses 2,10 m de large, rétroviseur compris, et son 1,65 m de haut, personnellement, je trouve cette deuxième génération vraiment très réussie, comme l'était la première d'ailleurs. Et vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot de ce Range Rover Evoque hybride rechargeable, un nouveau moteur, 3 cylindres 1500 cm3 développant 200 chevaux et proposant 280 Nm de couple. Pour la petite histoire, il est 40 kg plus léger que le 4 cylindres 2 litres, c'est toujours ça de gagné. À l'arrière, il est épaulé par un moteur électrique proposant 80 kW de puissance et un couple de 260 Nm. La puissance combinée est de 309 chevaux, distillée aux 4 roues via l'excellente boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Le 0 à 100 est abattu en 6,4 secondes, plutôt pas mal. Pour alimenter le moteur électrique, une batterie d'une capacité de 15 kWh logée sous la banquette arrière qui n'empiète pas donc sur l'habitacle et le volume du coffre. Elle doit permettre à ce Range Rover Evoque hybride rechargeable de rouler jusqu'à 55 km selon la norme WLTP en mode 100% électrique. Mais ça, c'est la norme. Qu'en est-il dans la vraie vie? La réponse tout à l'heure. Pour recharger la batterie de ce Range Rover Evoque, ça se passe ici sur l'aile arrière gauche de manière symétrique par rapport à la trappe pour le carburant fossile, pour l'essence qui se trouve de l'autre côté. Et quand on ouvre ici la trappe, on remarque un connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 7,4 kW qui va permettre la recharge en 1h30 à peu près sur une borne et jusqu'à 7 h sur une prise domestique. C'est évidemment la solution qui n'est pas à privilégier. Alors on remarque aussi la présence d'un connecteur combo CCS et ce connecteur combo CCS va donner accès à la recharge sur le courant continu et ça c'est plutôt bienvenu et pas vraiment courant sur les voitures hybrides rechargeables, donc bon point là pour Land Rover. Recharge jusqu'à 32 kW sur le courant continu, ce qui va permettre de récupérer une capacité maximale de batterie en une bonne demi-heure à peu près sur le courant continu et ça c'est plutôt pas mal. Toujours concernant la recharge, j'aimerais rappeler ce que propose notre partenaire Eddy Electric by D'Ieteren en Belgique, à savoir une solution globale, complète, qui passe par la borne de recharge. 3 bornes sont disponibles, connectées ou non. Également la carte de recharge qui va vous permettre de recharger sur plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. Et puis également une application et un site internet sur lesquels vous allez pouvoir monitorer votre installation et avoir accès à une foule de services parmi lesquels le split billing. Alors ça c'est intéressant si vous avez une voiture de société par exemple, que les frais d'électricité sont payés par votre employeur mais que vous rechargez forcément aussi à la maison, et bien dans ce cas-là vous allez avoir une facturation automatique, une refacturation automatique de ce qui est consommé par votre voiture de société à la maison, directement donc à votre employeur.
La carte de notre partenaire, la voici, Eddy Electric by D'Ieteren. Je vous le disais, elle donne accès à plus de 100 000 bornes de recharge en Europe. Elle est gratuite. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de frais d'activation. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Demandez-la dès aujourd'hui sur edi.be. Ce Range Rover Evoque hybride rechargeable, il est basé sur la plateforme PTA pour Premium Transverse Architecture, une plateforme spécifiquement conçue pour intégrer le système électrique à bord de cette voiture hybride rechargeable sans sacrifier l'espace à bord et le volume de chargement. Et c'est plutôt réussi puisqu'on a droit à 591 litres de volume de chargement, une fois la banquette arrière droite en place. On a ensuite 1383 litres de volume de chargement, c'est plutôt convenable, une fois la banquette arrière complètement rabattue. Alors si vous vous approchez, venez voir. On a tout d'abord dans ce coffre un plancher qui est au niveau du seuil de chargement. C'est plutôt chouette. Et puis alors en dessous, on a encore ce bel espace, vous le voyez, qui permet de placer des objets qui se promèneraient éventuellement par-dessus ou des objets que vous voulez un petit peu dissimuler. Un câble de recharge, par exemple, c'est possible également. Là, il se trouve ici dans la petite valise. Alors à gauche comme à droite, on a un beau dégagement pour des objets un petit peu plus longs. On a à droite un petit filet également de retenue, ça peut être pratique. Et puis au niveau des autres équipements, on a des crochets ici, à gauche et à droite également pour installer des sacs de course par exemple et éviter que tout se renverse dans le coffre. Et puis on a également une prise 12 volts qui est toujours bien pratique. Avant de prendre place au volant et de vous inviter à découvrir le tableau de bord de cette voiture, je vous invite à l'arrière. Je mesure 1,90 m, le siège avant est réglé comme pour moi. Est-on bien installé à l'arrière? Alors j'arrive à m'installer, c'est une bonne nouvelle. Le siège avant donc est réglé comme pour moi. Heureusement qu'il est creusé d'ailleurs, vous le voyez. Grâce à ça, je peux m'installer confortablement. Enfin, confortablement en tout cas pour un trajet relativement court ou moyen, ça ira. Pour un long trajet, ça va être plus compliqué. Et notamment au niveau de la garde-toit, puisque là, si je me tiens parfaitement droit, j'ai le haut de la tête qui touche effectivement le toit de cette voiture. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, au niveau des équipements, on a les vitres électriques évidemment. Et puis alors, on a une seule prise de type allume-cigare qui se trouve au pied de la console centrale. Une seule prise de type allume-cigare, c'est un petit peu dommage, pas de prise USB-C sur cette version, malheureusement. Et puis alors le passager central, il y a forcément un tunnel de servitude puisque cette voiture existe dans d'autres finitions et notamment motorisation. Et donc un tunnel de servitude ici pour le passager central. Bon, il va pas voyager en tout confort, mais c'est rarement le cas sur la place centrale, donc ma foi, c'est pas trop grave. Bienvenue à bord de ce Range Rover version plug-in hybride. Alors pas de surprise, à l'intérieur on retrouve bien l'ambiance des productions du groupe Jaguar Land Rover et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, avec 3 écrans, un écran instrument de 12,3 pouces qui se trouve derrière le volant et puis alors 2 écrans de 10 pouces au centre de la console centrale pour le système d'infodivertissement en partie supérieure et puis pour les réglages de climatisation, de conduite ou encore la radio. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qu'on peut faire avec ce deuxième écran donc en partie inférieure. On détaillera ça dans un instant. Au niveau de la qualité des matériaux et des ajustements, franchement, là aussi, il n'y a pas de surprise, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des matériaux qui font effectivement qualitatifs, on a des matériaux qui sont agréables au toucher, on a bien sûr des plastiques moussés, des ajustements qui sont vraiment très très bien réalisés. Donc de ce côté-là, pas grand-chose à dire et c'est une bonne chose là aussi. Franchement, on est bien dans un intérieur cosy, à l'anglaise, comme on les aime chez Jaguar Land Rover. Concernant la position de conduite par contre, alors là j'ai eu un petit peu de mal à trouver ma position de conduite idéale et d'ailleurs je ne suis pas encore vraiment convaincu par le compromis actuel. Le siège est très haut, le siège conducteur est très haut, ce qui pour un grand gabarit comme le mien pose problème. Je suis très près du toit, le toit ouvrant n'arrange rien évidemment concernant l'épaisseur du toit. J'aurais aimé pouvoir descendre davantage le siège conducteur, ce n'est pas possible. Concernant le volant par contre, alors là on a une très belle amplitude de réglage et notamment en profondeur, ce qui est du coup très positif. Je vous propose à présent de décrire le tableau de bord de cette Range Rover Evoque version plug-in hybride. On va commencer par la portière conducteur. Sur la portière conducteur, on retrouve évidemment les réglages des rétroviseurs électriques, les vitres électriques, le verrouillage centralisé également. Et puis alors en partie légèrement inférieure, on va retrouver les mémoires de réglage des sièges électriques. On peut donc rappeler rapidement via ces 3 petits boutons. Donc 3 mémoires de réglage de sièges électriques. Les commandes des sièges, elles, se trouvent évidemment sur le côté du siège de manière extrêmement classique.
classique. Au niveau du volant, là par contre, on a quelque chose que je trouve très efficace à l'usage. C'est ces boutons qu'on retrouve sur le volant, disposés de manière assez originale et qui vont permettre en fait de régler évidemment ce qu'on va retrouver sur les différents écrans, mais surtout le fonctionnement, l'attribution des fonctions sur les boutons va changer en fonction de ce qu'on va avoir à l'écran. On va détailler ça dans un instant, vous allez voir, c'est assez convaincant. En partie de gauche, on a notamment les commandes vocales, le téléphone. On a également tout ce qui concerne le système d'info divertissement. Et puis alors, on a ce bouton menu qui va commander l'écran qui se trouve derrière le volant. On y reviendra dans un instant. Et puis alors, en partie de droite, on a tout ce qui est aide à la conduite, notamment l'assistant de maintien dans la voie, également le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse. Et puis alors, ici, on a le petit bouton pour le volant chauffant qui lui aussi est très agréable. Voilà, petite pression sur le bouton. La petite icône passe en orange et donc la fonction est activée. Idem ici pour l'avertisseur de franchissement de ligne. Voilà, donc des commandes assez faciles. Le petit bémol, c'est que je dirais qu'au niveau de la réactivité, il faut vraiment se trouver au bon endroit, voilà, du pavé tactile à gauche comme à droite. Sinon, on a parfois des petits ratés. Mais j'imagine que c'est une question d'habitude. Moi, j'avais tendance à plus appuyer sur le dessus ici du rond central, alors qu'il faut vraiment appuyer sur le bord ici pour avoir la fonction, en l'occurrence, liée ici au 7+. Idem pour le 7- et idem sur les fonctions ici à gauche. Mais on verra ce petit menu dans un instant quand on parlera de l'écran d'instrument derrière le volant. Alors ensuite, on a les palettes pour passer les vitesses de manière manuelle quand vous êtes en moteur thermique. Très honnêtement, je ne les ai pas forcément beaucoup utilisés durant cette semaine de test. Ensuite, les commodos de manière traditionnelle. Et puis alors cet écran qu'on va retrouver donc derrière le volant de 12,3 pouces, écran qui est en plus personnalisable. Alors comment? Eh bien via donc ce menu dont je vais vous parler maintenant. Donc vous voyez que sur le volant, il est indiqué menu. Si j'appuie sur le bouton menu, eh bien ça change. Voilà, on a maintenant 4 petites flèches avec le bouton OK. Et en fait, on a un menu qui est assez régulier, assez courant maintenant dans les productions modernes, à savoir un menu qui est à la base horizontal. Voilà, on peut passer horizontalement d'un menu à l'autre, donc multimédia. Également les assistances conducteurs, ordinateur de bord, écran, réglage véhicule, etc. On va revenir justement sur écran et là on a effectivement le menu disposition qui va vous permettre de réorganiser cet écran instrument derrière le volant. On est en configuration 2 écrans, vous le voyez. On peut passer en configuration 1 écran par exemple et à chaque fois, vous voyez, c'est ce menu ici qui va changer en fait sur le volant. Ces touches dont l'assignation va être un petit peu différente en fonction de ce qui est affiché derrière le volant. Je trouve ça assez pratique. Donc là, le mode un écran, vous le voyez, on a la navigation en partie de droite. On peut aussi avoir la carte en plein écran. Mais donc, on a bien la carte qui prend toute la largeur de cet écran de 12,3 pouces. Franchement, c'est assez convaincant. Voilà, vous avez également la possibilité d'afficher les médias, l'assistance conducteur, etc. Moi, je vous propose de revenir dans ce mode que finalement je préfère. Je suis peut-être un peu conservateur de ce point de vue-là, à savoir le mode traditionnel avec 2 écrans. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Moi, j'ai vraiment adoré durant cette semaine de test cette disposition des boutons sur le volant et leur manière de changer comme ça d'attribution en fonction du menu qui est affiché à l'écran. Voilà, donc ça c'est pour le panneau d'instruments qui se trouve donc numérique derrière le volant où on retrouve évidemment de manière assez traditionnelle la vitesse à gauche, à droite le régime moteur également, la puissance qu'on va donner ou qu'on va récupérer avec le moteur électrique. En partie centrale, donc évidemment la partie personnalisable. En l'occurrence là, j'indiquais les trajets. Et puis alors en partie inférieure, des petites infos comme le totaliseur partiel, le totaliseur. En fait, c'est activable via le petit bouton qui se trouve sur le commodo de gauche. Donc on peut faire varier les infos qu'on va retrouver effectivement dans le bas de l'écran. Voilà, on a la date, on a le nombre de kilomètres, la vitesse moyenne, etc., la consommation moyenne, etc. Voilà, donc pour ce combiné d'instruments, derrière le volant, franchement, rien à dire. Possibilité de personnalisation, des infos qui sont très claires. Jusque-là, c'est un sans faute. On se dirige à présent vers la planche de bord au niveau central, on a le bouton Start-Stop ici et puis alors on a donc ces 2 écrans de 10 pouces, celui qui est en partie supérieure est organisé avec des widgets, c'est assez tendance en ce moment. En fait, vous allez pouvoir organiser votre tableau de widgets comme vous le voulez et franchement c'est assez pratique. Moi j'ai mis par exemple Apple CarPlay, mon EV, donc les données électriques, les données justement de consommation, la radio, les départs programmés de la voiture avec fonction de préchauffage et
et une nouvelle destination à entrer dans le système de navigation. Franchement, vous pourrez là aussi vous faire votre menu, personnaliser le menu avec les fonctions qui vous intéressent, qui seront du coup accessibles directement, facilement depuis cet écran central d'infodivertissement. C'est assez intuitif, hein. Voilà, vous maintenez appuyé, hop, voilà, et vous vous retrouvez dans le menu de configuration et à partir de là, effectivement, vous pouvez déplacer les widgets, etc. Donc franchement, c'est plutôt bien fait, c'est pas mal et c'est surtout très clair et très classe. On a vraiment un petit design qui se fond bien dans l'intérieur, assez cosy de cette Range Rover. Alors, en partie inférieure maintenant, on a donc ce deuxième écran de 10 pouces avec beaucoup de menus là aussi. Par défaut, moi j'ai laissé la radio. J'ai laissé la radio accessible. Pourquoi? Parce que du coup, en partie supérieure, eh bien, je peux laisser soit rien, soit la navigation, soit les données électriques de consommation, etc. Et j'ai toujours la radio qui est accessible en partie inférieure. Donc cet écran, il ne sert pas que à tout ce qui est climatisation, chauffage, etc. Bien au contraire, on a effectivement des fonctions, notamment de chauffage ici, qui sont réglables par des molettes qui sont intégrées dans le bas de l'écran. Franchement, c'est assez bien fait. Molettes qui vont servir à régler la température, voilà. Et puis alors, si vous faites une pression dessus, on passe en menu siège. On a un petit pictogramme de siège chauffant qu'on peut régler sur 3 niveaux, 1, 2 et 3, voilà, via une rotation du bouton. Si vous rappuyez sur ce bouton, eh bien, vous revenez en menu chauffage, ce pour le conducteur et pour le passager. Possibilité de synchroniser les deux, évidemment. Donc, on a 4 menus principaux accessibles au-dessus. Le menu climatisation, le menu siège, ici avec possibilité d'activer les sièges chauffants, mais vous pouvez le faire beaucoup plus facilement via la petite molette ici, donc à enfoncer comme je viens de le faire. Voilà, on va l'éteindre. Troisième menu, le menu véhicule, on y revient dans un instant. Et puis alors les paramètres de cet écran. On va revenir sur le menu véhicule, il y a pas mal de choses à en dire. Mode de conduite dont on reviendra dans un instant quand on sera sur la route, donc mode hybride, mode EV et mode économie. Je vous expliquerai d'ailleurs dans un instant sur la route ce que ça veut dire exactement le mode économie. Non, ce n'est pas le mode dans lequel vous allez faire des économies. Ensuite, ce Range Rover Evoque hybride rechargeable est avant tout un Range Rover. On a donc des menus en partie inférieure qui sont directement liés aux capacités de franchissement de la voiture. Là, on est en mode confort. On a également le mode éco. Voilà. On a ensuite le mode herbe, gravier et neige, que j'ai eu l'occasion d'utiliser cette semaine d'ailleurs pour circuler sur la neige, et c'était plutôt convaincant d'ailleurs, avec des pneus toute saison. Donc c'est pas des pneus hiver, c'est des pneus toute saison sur cette voiture, et franchement le mode neige m'a bien aidé. C'était pas plus tard qu'hier. Ensuite on a le programme ici boue, ornière, qui est sélectionnable également, et puis le programme sable. Donc très honnêtement, la plupart des voitures qui seront vendues n'iront jamais ni dans le sable ni dans les ornières, un petit peu sur la neige certainement, mais ça a le mérite d'exister. En tout cas, ça fait de cette voiture une vraie Range Rover qui mérite son statut. Voilà, d'autres petits menus, je ne vais pas m'attarder dessus. On a évidemment les réglages de climatisation, bouton directement accessible ici, notamment pour le désembuage du pare-brise. Ça, c'est plutôt convaincant. Et puis alors on a ici le levier de vitesse qui va vous permettre évidemment de passer les vitesses en automatique ou de basculer à gauche en mode S, et dans ce cas-là de passer les vitesses avec une impulsion, voilà, vers l'arrière ou vers l'avant, ainsi que évidemment via les palettes sur le volant, comme je vous en parlais il y a un instant. Voilà, premier tour de roue à bord de ce Range Rover Evoque, et déjà plein de choses à vous dire. La première, c'est que la voiture démarre systématiquement en mode hybride, ce qui peut être un avantage effectivement en laissant la voiture choisir ce qui est le plus approprié, sauf que, alors je ne sais pas si c'est, et c'est probablement le cas, mais lié à la période hivernale dans laquelle on se trouve en ce moment, là il fait en l'occurrence précisément 0 degré, mais la voiture a eu tendance systématiquement à allumer le moteur thermique assez rapidement et à pas vraiment profiter du mode 100% électrique, même à basse vitesse, et certainement quand le moteur est froid. Alors comme toutes les voitures hybrides rechargeables, on est dans une voiture qui propose un comportement dynamique, hein, certainement quand on a le moteur électrique et le moteur thermique qui travaillent de concert, dynamique mais pas sportive, je dirais même plus vive mais pas sportive, avec évidemment l'apport de l'électrique, c'est-à-dire des accélérations qui sont franches, le moteur électrique qui va venir aider le moteur thermique quand c'est nécessaire, et ce sera malheureusement nécessaire assez régulièrement, on en parlera tout à l'heure, et notamment sur
les voies rapides. Donc voilà, on aura une voiture qui a un comportement très dynamique, qui est très agréable à utiliser au quotidien. Si vous voulez une voiture sportive, c'est probablement pas cette motorisation que vous allez choisir. Si par contre vous pouvez réaliser vos trajets du quotidien en mode 100% électrique, et on parlera là aussi de l'autonomie en mode 100% électrique dans un instant, et que vous voulez une voiture qui est plaisante à conduire au quotidien, mais vous ne recherchez pas la performance absolue, eh bien cette voiture fera tout à fait l'affaire. Concernant la charge tractable, cette voiture est une vraie bonne à tout faire puisque cette voiture supporte une charge tractable non freinée de 750 kg et une charge tractable freinée de 1600 kg. En véritable bonne à tout faire et en véritable Range Rover, cette Evoque hybride rechargeable peut également sortir des sentiers battus avec une profondeur de gué maximale de 53 cm, même si évidemment les roues de cette voiture tâteront beaucoup plus régulièrement du goudron ou du béton que de la boue. Concernant les aides à la conduite à présent, cette voiture est équipée du régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif sur cette version, également de l'avertisseur de franchissement de ligne. Tout ça fonctionne très bien évidemment, et puis on peut manipuler tout ça et notamment le régulateur de vitesse ici via les touches sur le volant, et à l'usage on se rend compte que ces touches qui changent de fonction en fonction du menu qui est activé, eh bien c'est très intuitif, ça fonctionne vraiment très bien. Donc là c'est une vraie bonne surprise. Si vous voulez que le régulateur de vitesse devienne adaptatif, vous ajoutez à peu près 1000 € de supplément en option, ou bien vous optez pour la finition supérieure où là effectivement le régulateur de vitesse est d'office adaptatif. 3 modes de conduite sont disponibles sur cette voiture. Le mode hybride activé par défaut, la voiture va entièrement gérer seule les moments où elle passe en moteur thermique, les moteurs où elle passe en moteur électrique et la combinaison des deux. Le mode EV également, c'est le mode 100% électrique que vous pouvez évidemment activer via le bouton ici sur le tableau de bord. Alors c'est un mode qui effectivement, je l'ai constaté en période hivernale, sera un peu moins utilisé par la voiture parce qu'elle va avoir besoin du moteur thermique pour préserver la capacité de la batterie dans des conditions donc de température très basse. Et puis alors le mode économie, alors c'est un peu mal traduit de l'anglais, le mode économie sur le tableau de bord. En disant économie, on a l'impression que c'est le mode le plus efficient qui va faire économiser un maximum d'énergie ou de carburant, et en fait c'est tout le contraire puisque le mode économie c'est le mode save, c'est-à-dire le fait que la batterie conserve sa charge actuelle pour une utilisation ultérieure, par exemple dans une zone de basse émission. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'utilise pas la batterie et donc le moteur électrique, eh bien on va surconsommer puisque le moteur thermique ne sera pas aidé, soulagé en termes de propulsion par le moteur électrique. Donc voilà, le mode économie, en fait c'est économiser la batterie pour utilisation ultérieure, c'est donc pas réaliser des économies, petite nuance. Ce que j'aime dans une voiture hybride rechargeable, c'est les voitures hybrides rechargeables qui proposent des modes 100% électriques qui sont pleinement utilisables au quotidien, que ce soit en ville évidemment, mais également sur nationale et sur autoroute. Et ici, avec cette voiture, alors c'est probablement aussi un peu lié aux conditions hivernales de cet essai, mais c'est vrai que à chaque fois que je suis monté sur l'autoroute, à chaque fois qu'on va augmenter un petit peu le rythme, la cadence, cette voiture, eh bien, elle va montrer ses limites en termes de disponibilité du moteur électrique. Elle va vous le faire comprendre très simplement en refusant d'accélérer davantage que ce que vous accélérez là, c'est-à-dire gentiment sur l'autoroute. Et donc si vous en voulez un peu plus, c'est-à-dire si vous voulez une accélération normale pour que ça ne devienne pas limite dangereux, à ce moment-là vous devez écraser davantage l'accélérateur et donc réveiller le moteur thermique. Donc il est difficile, je parle en tout cas des conditions hivernales de cet essai, peut-être que quand il fait moins froid c'est pas le cas, mais en tout cas au niveau des conditions hivernales de cet essai, c'est très difficile de rester en mode 100% électrique. Certainement lorsque vous allez augmenter la cadence, le rythme, assez rapidement la voiture va mettre en marche le moteur thermique quoi qu'il arrive. On va vous suggérer de le faire en n'ayant plus de puissance disponible sous la pédale d'accélérateur. Vous devez à ce moment là faire un kickdown, donc écraser l'accélérateur, le moteur thermique se réveille et là évidemment vous disposez d'une puissance largement suffisante. Mais donc utiliser le moteur électrique et certainement sur voie rapide n'a pas été possible cette semaine tout le temps dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions agréables d'accélération, de disponibilité de la puissance, etc. Un mot concernant la boîte de vitesse qui fait un très bon travail dans cette voiture. C'est vrai que les passages du mode thermique au mode électrique, les passages de vitesse, le fait d'avoir ce travail en symbiose des deux moteurs, franchement tout ça se passe de manière assez imperceptible. Donc vraiment gros point positif pour l'agrément de conduite au niveau de la boîte de vitesse dans ce Range Rover Evoque version hybride rechargeable.
Les bruits aérodynamiques sont très bien maîtrisés dans cette voiture. On a un beau silence de fonctionnement. Par contre, au niveau des bruits de roulement, je trouve qu'ils sont un peu supérieurs à la moyenne. Alors c'est peut-être dû à la monte spécifique de cette voiture. Donc un petit conseil, faites un essai si vous envisagez d'acheter cette voiture avec les pneus et les jantes que vous souhaitez prendre de série ou en option pour avoir une vraie idée de ce que ça peut donner. Il n'y a rien de rédhibitoire, hein, rien de grave, mais simplement je trouve que le niveau sonore est un petit peu supérieur en termes de bruit de roulement sur cette voiture. Petit point faible en général sur les voitures hybrides rechargeables au niveau du freinage, hein, comme la voiture quand on lève le pied de l'accélérateur va avoir tendance à récupérer l'énergie. Parfois le début de la course de frein est un petit peu aléatoire ou un peu spongieuse et manque de consistance. Ici c'est pas du tout le cas, franchement le freinage est bien géré. Voilà, je lève le pied de l'accélérateur, je vois qu'on a de la récupération d'énergie et je peux appliquer une pression sur la pédale de frein et j'ai un freinage qui est tout à fait constant et très rassurant sur cette voiture. L'avantage d'avoir une voiture pendant une semaine, c'est qu'on peut vraiment tester toutes les fonctionnalités. Alors un petit mot par exemple sur la caméra de recul à l'usage durant cette semaine, j'ai trouvé qu'elle n'était pas terrible au niveau de la définition. Ça manque de définition au niveau de l'image et donc on a une caméra de recul qui va très vite se montrer un petit peu hasardeuse, aléatoire. On va pas vraiment lui faire confiance dès qu'on est dans une situation de basse luminosité, dès qu'on a de la pluie par exemple. Assez rapidement finalement on va devoir regarder dans les rétroviseurs et la caméra de recul va plus être d'une grande utilité. Donc ça c'est un petit peu dommage. Un petit mot à présent concernant l'éclairage proposé par cette voiture. Tant les feux de croisement que les feux de route proposent un excellent éclairage. Franchement, rien à dire de ce côté-là. On a également la possibilité en option, suivant les versions, d'obtenir également un éclairage matriciel adaptatif dans ce cas-là. Et pour ça, il va falloir évidemment délier les cordons de la bourse. Avant de parler du prix dans un instant, parlons de la consommation de cette voiture. Ça vous intéresse évidemment, notamment l'autonomie en mode 100% électrique, directement liée à la consommation évidemment. Et puis également la consommation de cette voiture une fois que la batterie est déchargée et qu'elle se comporte donc en hybride simple. Alors concernant la batterie, normalement elle doit vous permettre de parcourir 55 km selon la norme WLTP en mode 100% électrique. On n'est évidemment pas à 55 km et certainement pas, vous voyez peut-être derrière moi, dans les conditions hivernales de cet essai. Alors je suis arrivé à combien? Je suis arrivé à peu près à 30 km que sur l'autoroute, à 40 km à peu près, peut-être un peu plus, en milieu urbain, en privilégiant évidemment des axes qui ne sont pas des axes rapides. Donc ça c'est pour ces conditions hivernales, donc 30 ou 40 par rapport à 55 qui sont annoncés normalement. Je trouve ça plutôt pas mal, surtout que vous pourrez ajouter certainement 5 km supplémentaires, donc 35 ou 45 quand vous ne serez pas dans des conditions hivernales comme celles de cet essai. Alors une fois que la batterie est déchargée, que se passe-t-il? Eh bien sur un plus long trajet par exemple sur l'autoroute, vous allez consommer à peu près 9 litres au 100. 9 litres au 100 donc quand la voiture se comportera comme une hybride simple. Je trouve ça un petit peu élevé quand même si effectivement il faut tenir compte du gabarit de la voiture, du fait qu'elle est assez lourde. Voiture hybride rechargeable, on rappelle que c'est finalement un peu deux voitures en une, hein. On a en même temps un moteur thermique et puis on a en même temps tout le système d'électrification, la batterie, etc. Donc c'est un peu deux voitures en une, ce qui fait qu'inévitablement quand on a une batterie qui est déchargée sur un gabarit comme celui-ci, qu'on ne peut pas dire que ce soit un gabarit qui fend l'air, hein, bien sûr, avec un physique d'armoire à glace quand même. Donc voilà, 9 litres au 100, c'est ce à quoi je suis arrivé. Une nouvelle fois, évidemment, les conditions sont hivernales. Je roule d'ailleurs assez prudemment ici parce qu'on a vraiment de la neige là sur la route. Donc conditions hivernales, ce sera probablement un petit peu favorable quand vous n'aurez pas des conditions hivernales comme celles de cet essai. 9 litres au 100 pour rappel et 30 à 40 km en 100% électrique, 35 à 45 si vous êtes dans des conditions météo plus favorables. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix, je voudrais réagir par rapport à une remarque que je vois assez régulièrement en dessous des essais de voitures hybrides rechargeables. Certains qui disent oui effectivement alors c'est super, mais quand on additionne la consommation électrique, consommation thermique, etc. Finalement c'est pas si économique que ça. Alors il faut faire un petit peu la part des choses. D'une part, si on choisit une voiture hybride rechargeable, évidemment tout l'intérêt au-delà de l'aspect fiscal, ça va être de la recharger le plus régulièrement possible. Et si vous avez une utilisation qui fait que vous allez pouvoir faire vos trajets du quotidien en mode 100% électrique, vous allez effectivement vous retrouver dans une voiture qui va se révéler extrêmement économique à l'usage. Si par contre les trajets du quotidien, vous devez systématiquement rouler avec la batterie déchargée parce que vous faites plus de kilomètres que ce que la capacité de la batterie ne
ne vous permet de faire en mode 100% électrique, et bien là effectivement vous allez avoir une balance qui sera moins avantageuse, un mix de consommation qui sera moins avantageux que si vous pouvez évidemment rouler en mode 100% électrique assez régulièrement. Donc si vous avez un mode 100% électrique au quotidien par exemple et que le samedi et le dimanche vous faites des trajets un petit peu plus longs et là effectivement vous utilisez le moteur thermique, dans ce cas-là pas de problème. Si tous les jours vous devez utiliser massivement le moteur thermique pour rouler, là effectivement ce sera moins avantageux. Les entreprises également, alors ça c'est un petit peu la tendance actuelle, on favorise les voitures électrifiées et donc la fiscalité est avantageuse. Donc c'est vrai qu'à consommation équivalente par rapport à un modèle qui n'est pas électrifié, eh bien vous serez toujours dans quelque chose de plus avantageux pour les entreprises quand vous êtes dans une voiture électrifiée. C'est comme ça, c'est la norme. En Belgique par exemple, cette voiture n'est pas considérée comme une fausse hybride. C'est le cas de certaines qui proposent effectivement des autonomies en mode 100% électrique un petit peu plus ridicules. Ici, on n'est pas considéré comme une fausse hybride. Donc cette voiture bénéficie d'une fiscalité extrêmement intéressante en Belgique, en France également. Voilà, après il faut jouer le jeu. Si vous ne jouez pas le jeu de la recharge, alors ça sert à rien. Si vous prenez une voiture hybride rechargeable juste pour la fiscalité, c'est peut-être pas le bon plan. C'est un peu dommage et c'est un peu le travers finalement de cette fiscalité actuelle et de cette production actuelle. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de ce Range Rover Evoque P300e version hybride rechargeable. Il est accessible en Belgique à partir de 52 100 €. Sur le marché français, ce sera 52 550 €. Alors ce modèle d'essai est facturé bien plus cher, évidemment. Il y a plus de 7 000 € d'options sur cette voiture. C'est une finition aerodynamique avec niveau d'équipement SE, facturé 71 239 €. Je vous le disais, plus de 7 000 € d'options sur cette voiture, parmi lesquelles on va retrouver le toit ouvrant panoramique, on a les jantes spécifiques de 20 pouces, on a l'accès sans clé ou encore le système audio Meridian extrêmement performant d'ailleurs. Alors cette voiture, elle représente un sacré budget. Cela dit, pour les entreprises, vous le savez, tant en France qu'en Belgique, en raison des incitants fiscaux qui sont mis en place, eh bien cette voiture est particulièrement intéressante et notamment en leasing opérationnel. Et quand on parle de leasing opérationnel chez nous en Belgique, on pense à Arval, évidemment, partenaire de Charging Station, qu'ils en soient une nouvelle fois remerciés. Si vous prenez contact avec eux, avec Arval, eh bien vous allez pouvoir en tant que professionnel, mais aussi en tant que particulier, découvrir tous les services qu'ils proposent et obtenir une offre de leasing sur mesure en fonction de vos critères. Votre prochaine voiture de société sera forcément électrique ou électrifiée grâce à Arval. Découvrez l'ensemble de leurs offres et de leurs services en surfant sur arval.be. A noter également que pour les particuliers, Arval propose également des formules de private lease, donc renseignez-vous là également en surfant sur arval.be. En conclusion, je dirais qu'au sein de la gamme Range Rover Evoque, cette version hybride rechargeable P300e occupe une place de choix et pas uniquement en raison de sa fiscalité avantageuse. Elle a des qualités qui sont celles du Range Rover Evoque de deuxième génération, qualité au niveau de la présentation, du confort, de l'ergonomie également. Et puis globalement, par rapport à cette version, eh bien, on a des performances globales qui sont plutôt convaincantes. Alors quelques bémols également, ça va tourner autour du moteur thermique notamment, le moteur thermique qui en cette période hivernale eh bien, tourne un petit peu trop souvent. Le système hybride fait appel un petit peu trop au moteur thermique pour sans doute tenter de contenir la consommation de la batterie électrique. Ça, c'est un petit peu dommage, et notamment le moteur électrique qui sur autoroute, lui aussi, eh bien, peine un peu à proposer une puissance suffisante pour travailler seul, et donc là aussi va faire appel au moteur thermique. Donc voilà, un moteur thermique qui intervient un petit peu trop souvent par rapport à ce que j'aurais souhaité, et puis un moteur thermique qui en plus, quand il intervient avec un niveau sonore qui est un peu supérieur à ce que j'aurais souhaité et espéré. Là aussi, voilà pour les petits bémols. Pour le reste, une voiture très très agréable évidemment et fiscalement avantageuse. Que demander de plus ? A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Je vous retrouve dans une semaine avec dimanche prochain à 20 h l'essai du Land Rover Discovery Sport en version là aussi hybride rechargeable, une formule à peu près similaire à ce que j'ai dans le dos. Et puis une semaine plus tard, on se retrouvera avec un autre essai électrisant, l'essai de la Jaguar I-Pace millésime 2021. Autre millésime 2021, ce sera encore la semaine suivante avec l'essai de la Tesla Model 3 grande autonomie version 2021. On vous détaillera
tous les changements sur ce nouveau millésime. Et il y en a eu pas mal, et pas uniquement des updates au niveau du logiciel, de vrais changements à l'intérieur, notamment au niveau de la console centrale. On détaillera tout ça évidemment dans cet essai. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous invite à vous abonner à Charging Station. Il y a un petit rayon de soleil pour clôturer, ça fait plaisir. Abonnez-vous à Charging Station, merci mille fois de votre fidélité d'ailleurs. Activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. À très bientôt et merci encore de votre fidélité.